C'est l'heure de vous informer. Merci de choisir la RTVS 1 pour le faire. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par la situation déplorable de la détérioration de la voirie urbaine et la question de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, qui a fait l'objet de la communication du président de la République lors du Conseil des ministres du vendredi 4 avril 2025. Félix Tshisekedi a appelé le gouvernement central et provincial à œuvrer en synergie afin d'assurer une meilleure qualité de vie aux Kinois. Autre point abordé par le président de la République concerne les renforcements de l'appareil judiciaire avec l'affectation de 2500 nouveaux magistrats. Un extrait du compte-rendu de la 38e réunion du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembe. Suivez. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. de la voirie urbaine et de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le président de la République a commencé par rappeler que lors de la 29e réunion du Conseil des ministres, tenue le 24 janvier 2025, il avait fait état de sa visite d'inspection de travaux d'assainissement et des voiries réalisées autour du Grand Marché dans le cadre de la modernisation de la ville et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la suite du constat fait, il avait indiqué que tous les travaux de construction, des réhabilitations et de la voirie devraient se faire dans un esprit de durabilité, en veillant à ce que nos villes, particulièrement celle de Kinshasa, capitale du pays, soient prêtes à affronter les défis urbains au futur. À l'occasion, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, celui des Finances, ainsi que le gouverneur de la ville ont été engagés à s'appliquer activement dans la finalisation, dans les délais et les suivis permanents de tous les travaux dans une collaboration étroite, afin de garantir le bon déroulement de projets d'infrastructure tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources y allouées. En dépit des efforts déployés, les défis à relever pour la ville de Kinshasa sont énormes face à la dégradation de sa voirie et de son système d'assainissement. Cette situation entrave gravement la circulation des habitants et impacte leur qualité de vie. Pour parer à cette situation continue, il est impératif que le gouvernement central et celui provincial agissent rapidement en prenant de mesures afin de permettre à la population quinoise de vivre dans un environnement sain et accessible. Ainsi, le président de la République a invité Madame la Première ministre à mettre en place une commission ad hoc qui devrait être composée des membres de son cabinet, des différents ministres concernés, ainsi que du gouverneur de la ville afin d'évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Il apparaît nécessaire qu'un mécanisme d'évaluation périodique soit mis en place afin de s'assurer de l'effectivité des travaux. L'objectif de cette commission sera de formuler des recommandations concrètes et de proposer des mesures d'urgence pour remédier à cette situation déplorable. Le président de la République a insisté pour que les mesures à prendre comprennent des solutions durables qui permettront non seulement de restaurer les infrastructures existantes, mais aussi de prévenir de futures dégradations. Restons toujours dans la ville-province de Kinshasa pour parler cette fois-ci de la clôture ce samedi au centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale. Les activités du mois de mars dédiées aux droits des femmes. C'est la ministre provinciale des Finances et Économie de Kinshasa ayant en charge des questions du genre et des affaires sociales, Yvette Tembo Koulenfouka, qui a procédé à la clôture de ces activités dans le cadre, bien sûr, de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée au niveau provincial à Kinshasa, sous le thème « Femmes quinoises au cœur du civisme fiscal » pour, bien sûr, la transformation de Kinshasa. Bijou nous débattez que pour le détail. Suivez. C'est un pari gagné pour la ministre provinciale des Finances et Économie ayant en charge les questions du genre et des affaires sociales,
Yvette Tembo Koulen-Fouka, qui, malgré la forte pluie abattue sur la ville, a réussi à mobiliser les femmes quinoises de toutes les catégories venues de tous les 4 coins de la capitale RD congolaise pour participer à la clôture des activités du mois dédié aux droits des femmes organisé au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale sous le thème « Femmes quinoises au cœur du civisme pour la transformation de Kinshasa ». Dans son mot de circonstance, la patronne du genre quinois, Yvette Tembo Koulen-Fouka, a expliqué que cette activité et le choix de ce thème justifient la place de choix que le gouverneur Daniel Bumba Lubaki accorde à la femme quinoise pour l'accompagner dans ses efforts de transformer la ville de Kinshasa. Compte tenu de son poids démographique dans la structure de la population quinoise, de ses potentialités, de son influence dans l'éducation de la société et de son apport combien remarquable dans la survie quotidienne des ménages, je reste convaincu que la femme quinoise devra jouer davantage un grand rôle dans la transformation de la ville-province de Kinshasa. Chaque femme quinoise, d'où elle se trouve, de Célia Mongafula, de Kito Kimosi à Kaluka, de Lembaïmbu à Kintsuka, qui qu'elle soit, ménagère, fonctionnaire, maman malewa, maman maraîchère, maman commerçante, a le pouvoir d'influencer son environnement, d'inculquer la culture fiscale pour la reconstruction de notre ville-province. Après 4 interventions, dont celle centrée sur la sensibilisation de la quinoise à la culture fiscale et environnementale, l'occasion a été pour la collecte des dons en faveur des Congolaises et Congolais de l'Est de la RDC, victimes des atrocités de la guerre d'agression rwandaise. À en croire Yvette Tembo Koulen-Fouka, c'est l'expression de la solidarité des femmes quinoises avec leurs frères et sœurs de l'Est. Face à la guerre qui nous a imposée injustement, cette même femme devra se positionner comme actrice de la paix et vecteur de la cohésion nationale. C'est ainsi qu'en cette journée, il s'est avéré important de redonner espoir à la femme, de l'encourager et surtout de renforcer la confiance de tout Congolais et Congolaise en son rôle de transformatrice de la société. Empêché, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a été représenté par le ministre provincial de l'Éducation, Jeannot Canon, qui a lu le message du chef de l'exécutif de Kinshasa à l'attention de toute la gente féminine quinoise. La Cour constitutionnelle a commémoré ce vendredi 4 avril 2025 son 10e anniversaire d'existence. À cette occasion, une grande cérémonie a été organisée au siège de cette haute juridiction dans la commune de La Gombe avec comme point d'orgue les discours du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Suivez. Devant un parterre de personnalités composé de juges, d'anciens juges, de hauts magistrats et d'autres animateurs de l'appareil judiciaire du pays, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a pris la parole pour circonscrire l'événement, non sans avoir rendu hommage au magistrat suprême. Aujourd'hui, en célébrant cet anniversaire, nous rendons un hommage tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, qui n'a ménagé aucun effort pour la concrétisation de sa vision de l'état de droit. Nos hommages sont aussi adressés aux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que leurs collaborateurs, aux praticiens du droit et à tous ceux qui ont œuvré pour faire de la Cour constitutionnelle, depuis la date de sa création, un véritable pilier de notre République. Leur engagement et leur dévouement à la cause de la justice et de la démocratie méritent toute notre reconnaissance. Par la suite, le président de la Haute Cour a passé en revue les hauts faits de cette institution établie depuis 2015 avec pour mission de veiller au respect de la Constitution
et de garantir l'état de droit. Dans cette frange de temps, cette haute juridiction a connu un long parcours avec une riche expérience. En cela, quelques indications chiffrées des décisions rendues par la Cour depuis son installation dans toutes les matières relevant de sa compétence vous sont données en illustration. Tenez, du 11 avril 2015, date de son installation, au 3 avril 2025, le greffe constitutionnel de la Cour a enrôlé 2794 affaires et 2057 arrêts ont été rendus. Lors des scrutins de 2018 et 2019, le greffe électoral a enrôlé 1360 requêtes, dont 192 en contentieux des candidatures et 1168 en contentieux des résultats. Lors du scrutin du contentieux électoral de 2023 et 2024, le greffe électoral a enrôlé 1528 affaires, dont 265 en contentieux des candidatures et 1263 en contentieux des résultats. Nous devons préciser que durant ce cycle, pour la première fois dans la gestion des contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts dans les délais prévus par la loi électorale, soit 10 jours avant la date limite, avec tous les arrêts entièrement rédigés et motivés. Et pendant cette période aussi, 2 arrêts ont été rendus pour donner acte de la prestation de serment du président de la République. En ce qui concerne les déclarations du patrimoine familial, la Cour a examiné de 2016 à ce jour 315 dossiers sur 367 inscrits au rôle. En 10 ans d'existence, la Cour constitutionnelle compte à son actif plus de 3000 affaires et autant d'arrêts. À noter que plusieurs activités sont prévues tout au long de ce mois d'avril à la Cour constitutionnelle, notamment des journées portes ouvertes. Un reportage signé Feza Mandiangou et Adelin Makpolo. Direction à présent la primature où la chef du gouvernement a présidé la cérémonie de signature du partenariat entre le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit FENAREV et le système des Nations Unies. Sachez que les 2 parties s'engagent à œuvrer en étroite collaboration en vue bien sûr d'assister les victimes de la guerre et dans le Kivu. Suivez. Concrètement, à travers ce partenariat, les 2 parties vont partager leur expertise afin d'agir de manière concertée pour apporter une assistance multisectorielle aux victimes des violences sexuelles et des crimes graves commis dans les zones à conflit. Dans son allocution, la Première ministre a salué ce partenariat qui va répondre urgemment aux besoins fondamentaux des victimes. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais, à travers le FONAREV, s'engage aujourd'hui avec ses partenaires du système des Nations Unies et les organisations nationales locales dans une dynamique de coopération active pour répondre efficacement aux besoins fondamentaux des victimes. Le programme de partenariat signé aujourd'hui est doté d'un budget de 12 034 067 $, équivalent dollars, pour une durée d'1 an, allant du 4 avril 2025 au 3 avril 2026. Il représente une réponse intégrée, coordonnée et ambitieuse à une crise qui appelle une mobilisation immédiate. Pour la Première ministre, le gouvernement s'engage ainsi avec ses partenaires pour des solutions durables. C'est pour moi un honneur, mais aussi un acte de haute responsabilité de présider cette cérémonie de signature du partenariat entre le Fonds national de réparation aux victimes FONAREV et le système des Nations Unies. Ce partenariat marque le lancement d'un programme stratégique de réponse à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vise à protéger et à réparer les droits
de toutes les victimes de la guerre d'agression dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les enfants profondément affectés par ces crimes. Prenant tour à tour la parole devant l'assistance, le directeur général du FONAREV, Patrick Fata Mapungu, et le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, ont remercié le chef de l'État pour sa volonté d'instaurer une paix durable en RDC et d'assurer la protection des populations victimes des violences. Ils ont par ailleurs salué la détermination du gouvernement pour garantir cette paix et redonner espoir aux victimes de la barbarie dans la partie est du pays. Et à la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a présenté la feuille de route pour la période 2025-2029, planifiant les élections nationales, provinciales et locales prévues pour 2028. Un accent particulier est mis sur la transparence et la préparation face aux défis à venir. Alain Choukoro pour plus de détails. Lors de son allocution, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a salué les avancées des élections de 2023, telles que l'inclusion de plus de 100 000 candidatures et la participation des Congolais de la diaspora. Le centre électoral Bossolo, innovation de la CENI. Ce qui devait être un marathon s'est transformé en sprint. Mais nous avons tenu. Nous avons tenu parce que nous avions une exigence morale. Éviter tout glissement. Parce que personne ne voulait revivre le traumatisme du report des élections de 2016 à 2018. Et nous nous étions fixé un objectif suprême, organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et nous l'avons fait. La CENI a exprimé son engagement à éviter l'impréparation des précédentes élections, mais parmi les défis majeurs soulignés, la CENI a mentionné l'insécurité persistante dans l'est du pays, les conditions logistiques difficiles liées à l'étendue du territoire national ont également été évoquées, rendant l'organisation des élections encore plus complexe. La CENI publie aujourd'hui cette feuille de route pour éviter l'impréparation et garantir l'efficacité de l'action électorale. Elle sert de repère à toutes les parties prenantes pour leur permettre de s'organiser et de prévenir la méfiance ou toute tentative de manipulation. Malgré les obstacles rencontrés en 2023, nous avons réalisé des avancées indéniables. Nous avons organisé des élections inclusives en enregistrant plus de 100 000 candidats. Un chiffre inédit dans notre histoire et même dans l'histoire du continent. Face à ces défis, la CENI a lancé un appel à la coopération de toutes les parties prenantes. Le président de la CENI a souligné l'importance de l'engagement de la société civile, des partis politiques et des citoyens dans ce processus. Formation du gouvernement d'union nationale, outre le membre de l'UDEMO, MPR de Mobutu et le député national de l'ensemble de Moïse Katumbi Gracien Irachan, l'opposant Adolphe Mozito a été reçu ce vendredi 4 avril par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité Eberhard Kalongele. Au sortir de l'entretien, l'ancien Premier ministre a réitéré sa disponibilité à apporter sa contribution afin de sortir le pays du gouffre dans lequel il se trouve à cause bien sûr de la guerre d'agression rwandaise. Suivez. D'abord en qualité d'ancien Premier ministre, mais aussi en qualité de chef du Parti Nouvel Élan. Les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lesquels le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais. Parce qu'à Yebi, tous ceux qui n'ont que côté dans Katiandaku, à Taboyi Koswana, vous avez habitumba entre bien beau canarate opposition majorité. Et tindaka ke botika ba division na bino bosanga na bomoko bobo manio kawana na simande boko zongela koswana na bino kobunda na bino. Le président de la République a demandé à tous les Congolais de l'opposition, de la majorité de la société civile, les anciens premiers ministres et les anciens chefs de corps qui ont l'expertise et la compétence puissent
apporter leur soutien de manière à ce que nous puissions foutre l'ennemi dehors et puis continuer à gérer notre pays qui est en train d'atteindre un niveau de plus en plus élevé depuis que le président de la République est là. Comme je vous ai dit, il a triplé le budget de l'État. Il a commencé la construction de la ville de Kinshasa avec l'extension. Il est en train de faire des routes pour atteindre la République à l'intégration nationale. Et puis, il faut soutenir cet effort-là, que la guerre est venue estomper en absorbant le gros de nos ressources, les ressources budgétaires. Traité des négationnistes suite à l'organisation du concert de solidarité aux victimes de l'agression de l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwandais. Les Congolais qui ont voulu commémorer leurs victimes déplorent les comportements des responsables de la ville parisienne. Suivez. Alors, ceux qui disent que nous sommes négationnistes, je crains de vous répondre que c'est eux les négationnistes. Personne au monde aujourd'hui ne peut douter, vous pouvez peut-être dire les mots génocide, vous pouvez trouver qu'il n'est pas établi, on peut vous le concéder, mais personne ne peut dans le monde aujourd'hui ignorer la souffrance, les calvaires et les drames vécus par des Congolais dans l'Est de la RDC. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est aussi faire preuve de négationnisme. Mais alors, il y a ici, par exemple, peut-être que M. Kevin complétera, c'est eux, dans la programmation, qu'ils ont prévu de faire la table ronde fin mars, début avril. Alors, on ne va pas venir nous dire qu'ils n'auraient pas dû préparer la table ronde dans cette période parce que c'est quelques jours avant la commémoration du génocide rwandais. Je rappelle que nous ne sommes pas négationnistes. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse attention. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Une nouvelle mise en place au sein de la police nationale congolaise, Serge Taboko, cadre de l'ECD, juge mitigé le bilan du commissaire provincial de Kinshasa sortant Blaise Kilimbalimba dans la lutte contre l'insécurité. Aussi, pour un meilleur résultat, il invite les autorités à doter les nouveaux promus, à savoir les commissaires divisionnaires adjoints Israël Kantou Bankoulou, de moyens conséquents pour juguler bien sûr le phénomène Koulouna et contraindre les actes de violation des droits des citoyens. Christelle Kississa pour les reportages. Ces nouvelles nominations visent à renforcer l'efficacité de forces de l'ordre à travers le pays et à adapter les commandements aux défis sécuritaires actuels. Dans la capitale de Kinshasa, Israël Kantou Kaboulou remplace Blaise Kilimbalimba. Parlant du bilan de ces derniers, Serge Tabako, cadre de l'ECD, critique un bilan mitigé et chaotique. Par rapport au bilan des prédécesseurs, le bilan est mitigé. Aujourd'hui, je ne serai pas contredit par la population. Si vous essayez de prendre votre caméra, vous descendez dans les différents quartiers, personne ne vous dira qu'il y a la sécurité. Les sécuritaires baignent dans son plan. Donc, quand j'ai passé ça, je crois, la semaine dernière, vous avez appris, et nous avons aussi suivi dans vos différents médias où la majorité des campistes ont été visités par des criminels main à main. Donc, c'est pour dire que la situation est vraiment complexe dans notre pays. Ces cadres de l'ECD, conscients de problèmes dont fait face la police sur terrain, recommandent au gouvernement de mettre sur pied des moyens efficaces pour permettre à ces officiers de la police de bien exercer leur travail. La police, ce n'est pas seulement l'individu ou soit ses compétences, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont très importants, notamment les moyens matériels et les moyens financiers. Tu peux faire des bonnes études, même dans des grandes universités du monde, des grandes académiques. On vient, on te donne, on te place aujourd'hui à la tête de notre police. Je ne pense pas que vous saurez faire quelque chose parce que, c'est-à-dire, il y a un problème de la gestion des ressources humaines. En dehors des ressources humaines, il y a un problème, comme je venais de dire tantôt, les moyens financiers, les moyens matériels.
Si ces moyens-là ne sont pas réunis, madame, même si on prenait un Américain venir trôner à la tête de la police de notre pays, il n'y aura rien. Les défis sécuritaires restent nombreux et ces changements stratégiques devraient permettre une meilleure coordination et une plus grande efficacité des interventions policières, notamment sur le respect des droits des citoyens, la réglementation routière sur l'ensemble du territoire national. Parlons religion pour terminer. Ce dimanche 6 avril, les Congolais commémorent le combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. En marge, bien sûr, de cet anniversaire, le panafricaniste Olivier Nsangui Lutondo a honoré la lutte et le valeur prônée par cette figure de proue de la lutte contre les colonialistes, à savoir l'amour, l'unité et le respect de la vie sacrée. Suivez. Avec gratitude envers nos actuels politiciens pour la valorisation du 6 avril marquant le combat victorieux d'Mfumu Kimbangu, la conscience de tout homme noir doit agir. Kimbangu tient à nous libérer de nos cupidités, avidité, égoïsme, tribalisme qui suit la dignité des Noirs devenus des marionnettes et des dirigeants par procuration des néo-colonialistes capitalistes qui marchent sur vous, qui vous utilisent comme des actuels nègres de service. Cessez cela. Les Congolais doivent bannir l'injustice, la corruption, les mensonges, la haine mutuelle. Voilà ce que nous devons retenir du combat d'Mfumu Kimbangu. Sur la conscience africaine, retenons que nos ancêtres nous enseignent que s'unir, c'est se libérer. Africains, soyons unis et nous gagnerons toutes les guerres télécommandées de l'extérieur. Nous sommes les mêmes peuples que les Blancs divisent afin de mieux nous dominer et nous aliéner. Respectons la vie sacrée à jamais. Honorons nos ancêtres en vérité, justice et amour. Voilà la voie véritable de la libération totale, la libération spirituelle, culturelle, économique, bref, la libération dont nous avons le plus besoin. Nos ancêtres n'écouteront pas les politiciens véreux, criminels, corrompus, menteurs, qui ruinent la paix et le bonheur de leur peuple. Nous devons retenir cela pour la journée d'aujourd'hui. Ainsi s'achève cette grande édition sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes car l'info reste en continu. Bon week-end chez vous. Au revoir.